Donc, merci, Dr Samoud, pour votre excellente présentation. Donc là, on va enchaîner dans la même optique, mais avec le volet thérapeutique. Et j'invite le professeur Sonia Toujeni, qui est pneumo-allergologue, qui exerce avec l'équipe de la RAPTA à Tunis, pour parler de l'immunothérapie chez le polysensibilisé. À vous la parole, Dr Toujeni. Je commence par remercier également le comité scientifique de m'avoir donné cette occasion pour vous parler d'un sujet très intéressant. Alors, pourquoi envisager une immunothérapie allergénique? C'est parce que c'est le seul traitement curatif à ce jour de l'allergie crédible, c'est bon? Crédible et validé. Et c'est parce que cette ITA permet de diminuer ou arrêter le traitement préventif de fond et elle permet également d'améliorer le contrôle de la maladie quand le traitement préventif n'est pas suffisamment efficace. Ça permet également d'améliorer la qualité de vie. L'ITA aussi peut modifier l'histoire naturelle de l'atopie. On a vu hier avec Madame Hamzaoui que l'atopie constitue également un critère principal donc, à cibler pour avoir une rémission d'asthme. Alors, il est important aussi de savoir que la polysensibilisation est plus fréquente que la monosensibilisation. Dans cette étude, s'intéressant à la population générale, c'est une étude européenne ayant inclus plus que 10 000 participants testés par 4 à 9 allergènes. Elle a montré également des taux de monosensibilisation de 16 à 19%, alors que des taux de polysensibilisation plus importants de 12 à 25%. Mais ces chiffres sont beaucoup plus importants dans la population allergique, puisqu'on voit des chiffres de 60 à 80% chez les patients consultants en allergologique. Au pays du Maghreb, on a un taux aux alentours de 66%. Et ces taux sont en augmentation importante avec le réchauffement climatique. Alors, c'est une réalité, donc les patients polysensibilisés sont plus nombreux que les monosensibilisés. Et donc, devant ces patients, la première question qu'on va poser, peut-on envisager une ITA chez ce patient polyallergique? La réponse est tout de suite oui, parce que des études nombreuses sur l'ITA depuis le début du XXe siècle ont tous montré une efficacité et une tolérance, quel que soit le profil de sensibilisation, les polysensibilités n'étant pas exclues de ces études. Mais on trouve des pratiques différentes pour la prise en charge de ces patients. Par exemple, en Europe, la plupart des médecins choisissent de traiter les patients polyallergiques avec l'allergène le plus pertinent cliniquement, alors qu'aux États-Unis, les médecins proposent un traitement avec plusieurs allergènes en même temps, avec parfois 8 extraits en même temps. Mais il n'y a pas des études randomisées pour étayer ces pratiques. Alors, là, c'est une étude observationnelle ayant inclus 280 médecins ont participé à cette étude, avec inclusion de plus de 4000 patients. L'ITA a été prescrite chez 84% des patients, donc parmi eux, beaucoup de patients polysensibilisés. Et si on s'intéresse, voilà, et si on voit en fait les motifs prioritaires de la prescription de l'ITA, on voit que le traitement symptomatique insuffisant, que le désir du patient, que la plainte symptomatique également sont les premiers également critères de prescription de l'immunothérapie. D'autre part, si on voit les premiers critères déterminants de la non-instauration de cette ITA, on voit que c'est la plainte symptomatique insuffisante, c'est le refus du patient ou bien c'est la mauvaise observance prévisible. La polysensibilisation ici n'est retrouvée comme frein, disons, à l'ITA que dans 8% des cas. Et donc, elle ne constitue pas réellement un frein
pour la prescription du LITEA. L'étude de la décision de l'immunothérapie au pays du Maghreb, là aussi 21 médecins ont participé à cette étude, elle confirme en fait ce qu'on a déjà vu, puisque si on voit ici les raisons de non-inscription, on trouve la plainte symptomatique insuffisante, la mauvaise observance prévisible, le refus également du patient, et on trouve ici le coût, mais l'existence d'une polysensibilisation ne sort pas aussi dans cette étude. Alors, en fait, si la prescription d'une ETA est évidente et facile et bien établie chez un patient monosensibilisé ou monoallergique, les choses ne sont pas très évidentes chez les patients polysensibilisés. Et je pense que la prescription d'une ETA chez un patient polysensibilisée doit être bien réfléchie et elle doit s'intégrer dans une approche rigoureuse se basant sur plusieurs étapes. Et je vais me baser essentiellement sur les recommandations européennes et sur les bonnes pratiques élaborées par l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. Donc, cette approche est basée sur plusieurs étapes. Tout d'abord, l'identification du patient polyallergique, puis l'identification de l'allergène le plus pertinent responsable des symptômes. Une fois qu'on est devant une situation de polyallergie, là, on va choisir est-ce qu'on va prescrire une ETA avec un seul allergène ou avec deux allergènes au plus. Et puis, si on va choisir deux allergènes au plus, est-ce qu'on va les administrer de façon séparée ou dans un mélange. Là, vous savez tous que la sensibilisation, comme cela a été dit par Madame Samoud, est un phénomène uniquement biologique, alors que le terme allergie implique l'existence de symptômes cliniques identifiables par un interrogatoire précis, dit policier, éventuellement repris au vu des résultats des prick tests ou des dosages des IgE. En fait, la découverte d'une polysensibilisation peut correspondre à trois situations. Soit c'est une polysensibilisation dépourvue de toute expression clinique, soit c'est une authentique polyallergie, ou bien c'est une monoallergie avec une sensibilisation croisée asymptomatique à d'autres allergènes. Et selon l'EACI, le nombre de sensibilisations est moins important que la pertinence clinique, d'où l'importance également de la clinique quant à l'indication de l'ITEA. Alors, la première étape, c'est l'identification du patient allergique. Elle est fondée sur l'anamnèse, qui est très importante. Elle va préciser les symptômes, les facteurs déclenchants, le type d'allergène, corrélés bien sûr aux résultats des tests cutanés et ou des IgE spécifiques. Les tests de provocation peuvent également reproduire les symptômes, mais sont difficiles à mettre en œuvre dans la pratique quotidienne. L'apport du diagnostic moléculaire, dans certains cas, peut être déterminant en montrant avec la possibilité également de distinguer des composants responsables des symptômes qui sont les allergènes majeurs et ceux détectés tout simplement par la réactivité croisée et qui sont représentés par les allergènes mineurs. La deuxième étape, c'est l'identification de l'allergène le plus pertinent. Ça s'intègre dans une approche individuelle. Et je pense que c'est l'étape la plus cruciale, la plus importante. C'est une étape cruciale qui va déterminer en partie le succès de l'immunothérapie. Cette étape est basée essentiellement sur l'anamnèse en cherchant le symptôme qui donne le plus sévère, qui dure le plus dans le temps, dont l'éviction est difficile, avec un retentissement important sur la qualité de vie. Et donc là, selon cet ancien papier, la clinique est centrale et très importante. Et d'ailleurs, ces auteurs rapportent que la clinique seule peut suffire, dans la plupart des cas, de retrouver et d'identifier l'allergène responsable avec une valeur prédictive allant jusqu'à 85% pour les allergènes saisonniers et d'au moins 70% pour les allergènes perannuels.
Ces valeurs augmentent jusqu'à 90% lorsque les données des tests cutanés et des IgE spécifiques étaient disponibles pour un patient donné. Ce choix peut être optimisé par le diagnostic moléculaire, comme cela a été bien expliqué par Dr Sammoud. Là, c'est une étude qui a inclus 300 patients et qui sont polysensibilisés aux différents pollens, et on voit ici que le diagnostic étiologique a été modifié également par la biologie moléculaire, puisqu'on voit en premier l'allergène impliquer l'olivier, le deuxième le cyprès, alors que là, avec les tests classiques, l'olivier vient en premier, puis les graminées, et le cyprès vient en quatrième position. Bien sûr, cette modification de ce profil également va avoir une répercussion thérapeutique, puisque on voit là en gris que 50% des décisions de l'ITA ont été changées après la pratique de la biologie moléculaire. Et vous voyez là en jaune la décision de l'immunothérapie qui a augmenté après le diagnostic moléculaire, passant de 38 à 65%. Cette biologie moléculaire ou ce diagnostic moléculaire permet aussi de modifier la composition de l'extrait allergénique ou de l'ITA, comme vous voyez sur ce tableau, en matière de nombre, mais également en nature de cet extrait. Alors, la troisième question: est-ce qu'on va administrer une seule source d'allergène ou plusieurs? En effet, la plupart des essais publiés contrôlés contre placebo dans l'ITA ont été menés avec un seul allergène chez des patients mono et polysensibilisés. Les preuves cliniques sur l'ITA avec des allergènes multiples sans réaction croisée ou non apparentée administrés selon les principes de l'Agence de médicaments européenne sont rares. Là, c'est une étude qui a étudié l'efficacité également d'une immunothérapie double associant acarien et fléol contre placebo. Et là, donc, on voit qu'il y a une amélioration des symptômes attestés par les scores symptômes ainsi que l'amélioration du score médicament, l'amélioration de la réactivité nasale et l'induction de la tolérance des allergènes administrés. Par contre, là, c'est une étude donc comparative entre un bras étudiant l'efficacité également comparant l'efficacité d'une ETA multi-allergénique et d'une mono-ETA chez des patients polysensibilisés. Le premier bras, c'est des patients qui ont reçu un seul extrait avec une immunothérapie sublinguale ou dermatophagoïdes farinés, et le deuxième groupe avec des allergènes multiples en fonction en fait des résultats de tests cutanés. Et là on voit, une diminution importante du score total des symptômes nasaux, une diminution également importante du score total des médicaments avec une diminution de taux d'IL4, et ceci sans différence significative entre les deux groupes. Là, par contre, c'est une étude de la vraie vie chez des patients asthmatiques. Ce sont des enfants, donc 80 patients, dont 60 sont polysensibilisés. L'ITA a été prescrite avec un seul extrait dans 84% des cas, 2 allergènes séparés dans 17% des cas et un mélange dans 7,8% des cas. Cette ITA a permis d'éviter la prescription de la corticothérapie sans différence significative entre les patients mono et polysensibilisés, et ceci dans les 3 groupes. Alors, et donc, on peut dire que chez le patient polyallergique, une mono-ETA est aussi efficace qu'une double ETA. Et dans notre contexte particulier, une mono-ETA avec l'allergène le plus pertinent permettra un coût moindre et une meilleure observance d'ITA.
Alors, peu d'études se sont focalisées sur l'effet indésirable des ITA multiples. Et donc là, c'est une étude ayant inclus 102 adultes avec une ITA double à l'ambroisie et graminées. Et on voit là l'instauration à 2 semaines d'intervalle des deux ITA. Donc, l'un le matin, une ITA le matin et une ITA le soir, puis dans les 2 premières semaines, puis séparés seulement de 5 minutes avec 30 minutes d'observation, étaient bien tolérés. Aucun effet indésirable grave n'est rapporté. Il n'y a que des effets indésirables modérés et surtout légers, là, ce qui est représenté en vert. Alors, dans la revue de la littérature de Roberts pour le ACI, les auteurs différencient 2 situations en cas de polysensibilisation. Si le patient est monoallergique et polysensibilisé, les auteurs rapportent un niveau de recommandation de grade A pour l'efficacité de l'immunothérapie à l'allergène en cause. Par contre, si le patient est polysensibilisé et polyallergique, les auteurs rapportent un niveau de recommandation pour l'efficacité de l'ITA de grade B pour l'immunothérapie à 2 allergènes homologues, et là c'est important, la notion d'allergène homologue, et de grade C pour l'ITA avec 1 ou 2 solutions avec les ou les allergènes les plus significatifs. Alors maintenant, quels mélanges d'allergènes sont possibles? En effet, l'efficacité de l'ITA avec des mélanges d'allergènes homologues a été montrée pour les pollens de graminées ou d'arbres et avec les acariens. En revanche, on manque de données de bonne qualité méthodologique sur l'efficacité et la sécurité de l'ITA avec les mélanges d'allergènes non homologues, en général de familles taxonomiques différentes. L'EMA invite à la prudence lors de l'utilisation de ces mélanges non homologués. Mais, donc on voit dans la pratique courante, la prescription de mélanges est courante aux États-Unis et elle est de l'ordre de 20 à 40% en Europe. Alors, je pense qu'il faut respecter les règles de bonne pratique pour ces mélanges qui sont élaborés par l'EMA. Ne pas mélanger les allergènes qui ne font partie de la même famille, ne pas mélanger les allergènes perannuels avec les allergènes saisonniers et ne pas faire des mélanges avec des allergènes à propriété protéolytique. Là, c'est important. Et les triples ITA sont exceptionnellement utilisés et uniquement ces plusieurs allergènes sont clairement pertinents sur le plan clinique. Voilà. Alors là, c'est un tableau qui résume les différentes possibilités d'une double ITA. Ce que vous voyez en orange, c'est le fait d'administrer les 2 ITA de façon séparée, et ceci devant l'activité, pour éviter l'activité protéolytique des allergènes. Sinon, en vert foncé, là, donc une seule ITA si on est dans un groupe d'allergènes homologues. Sinon, dans le reste, on a le choix entre 2 ITA séparés ou un mélange. Alors, autre principe de la double ITA, l'association de 2 ITA par la même voie sous-cutanée ou sublinguale, mais aussi par 2 voies différentes est possible. Donc, c'est le cas de l'association d'une ITA par voie sous-cutanée pour les acariens et une ITA en sublinguale par le pollen. Si la tolérance est bonne, il paraît indiqué d'espacer les prises sublinguales pour éviter la saturation du système immunitaire d'au moins de 30 minutes. Et pour la voie sous-cutanée, les injections peuvent être consécutives, consécutives avec une surveillance de 30 minutes, avec une surveillance également de 30 minutes. Il faut également tenir compte de la dilution de la dose cumulée. Plus on a dans le mélange plusieurs allergènes, plus la concentration et l'efficacité est moindre. Alors là, on arrive à l'algorithme proposé pour les patients polysensibilisés. On voit donc que l'interrogatoire est crucial et la première étape consiste à l'identification de l'allergène cliniquement significatif. Si
on a identifié un seul allergène pertinent et donc là, on est dans le cas d'une monoallergie et là, on va prescrire une seule ITA. Par contre, si on a identifié plus d'un allergène ou des allergènes qui ne sont pas homologues également, là, on va indiquer une ITA multiple parallèle ou sous forme de mélange. Là, il faut voir les familles, les groupes homologues. Alors, en conclusion, la polysensibilisation est fréquente. Elle ne constitue pas un obstacle à l'ITA. Le progrès des méthodes de diagnostic moléculaire ont amélioré l'approche clinique du patient polysensibilisé. Une fois les allergènes cliniquement pertinents identifiés, l'allergologue aura la possibilité d'établir un plan de traitement individualisé. Les principes de sélection du LTA doivent être basés sur les directives actuelles de l'EMA et je pense que le progrès est dans la personnalisation des traitements et les nouvelles innovations thérapeutiques peuvent optimiser cette démarche chez les patients polysensibilisés. Merci. Merci, Dr Toujeni, pour l'excellente présentation. La parole est à la salle pour... on va entamer la discussion. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Oui. Dr Zarouk, oui. Deux petites questions. Est-ce que l'immunothérapie par voie sous-cutanée existe encore? D'après ma connaissance, les produits ne sont pas disponibles pour eux. Ils sont, même en France, ils ne fabriquent plus d'immunothérapie en sous-cutanée. France, je pense, en Europe, non. En Allemagne, je pense, il utilise beaucoup la voie sous-cutanée et en Amérique. Donc là, l'attitude est différente. Pratiquement tous les patients sous ITA ont sous-cutanée. Et la deuxième question, vous avez dit des mélanges. Vous voulez dire on mélange les deux? C'est comme les acariens, donc on a d'herpès et d'herpès. Dans un même flacon? Oui, oui. D'accord. Comme les graminées aussi, les 5 graminées. Du même homologue, peut-être? Oui, c'est des familles homologues, d'accord? Oui, de la même famille. C'est les groupes homologues. C'est pour cette raison qu'il faut avoir une connaissance des groupes homologues. D'accord. Merci. Donc, plus de questions. On va passer à la... Ah, pardon. Excusez-moi. Une toute dernière question. Docteur Toujeni, c'est juste pour souligner le fait qu'on a aujourd'hui, nous, accès avec la CNAM, donc à la pratique d'une ITA double. Et ceci, il y a quelques années, on faisait des tests cutanés pour les patients. Ils étaient sensibilisés, les tests seraient positifs à 2 allergènes au plus. On ne pouvait plus avancer avec le patient, on ne pouvait pas proposer une prise en charge thérapeutique intéressante. Aujourd'hui, avec toutes ces nouveautés en quelques années, on a la possibilité d'aller assez loin, de proposer avec précision un diagnostic beaucoup plus précis avec la biologie moléculaire, de proposer également avec une prise en charge au niveau de la CNAM, non pas une seule ITA, mais 2 ITA pour 2 allergènes. Je tiens à remercier beaucoup les efforts qui ont été fournis, et la STMRA pour ceci, et aussi les laboratoires allergènes qui font beaucoup d'efforts sur terrain pour nous aider à prendre en charge convenablement ce genre de patients. Je vous remercie. Merci. Donc également, on remercie les laboratoires allergènes qui ont beaucoup fourni. Voilà. Et on a la possibilité actuellement de prescrire une double ITA, donc notamment les acariens avec les pollens, avec une prise qui est prise en charge. Voilà. Merci.